Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille, me voilà de retour. Alors, sans plus tarder, bien sûr, j'évite de vous dire de vous abonner s'il vous plaît et de liker, de même que de mettre notification parce que c'est ce qui m'encourage à reprendre et reprendre. Ce sont vos messages et vos encouragements qui nous poussent à refaire du travail pour préparer des capsules. S3 aujourd'hui. Eh oui, l'histoire des idées, j'ai oublié de vous mettre encore une petite capsule vidéo sur la peinture. Nous avons vu un petit peu le romantisme et le néoclassicisme. Maintenant, on va continuer un petit peu avec deux autres courants, c'est le réalisme en premier lieu et un petit peu l'orientalisme, qui sont un petit peu pas très importants, mais au cas où vous avez des petites réponses des petites questions sur ça, vous êtes en mesure de répondre. Allez, on y va. Euh, on commence. Donc, je vous balance carrément parce qu'à partir de cette vidéo-là, à la fin, vous devez être capable de dire deux, trois petits mots, je suis désolé, sur le réalisme et deux, trois petits mots sur l'orientalisme. Il faut comprendre que ce ne sont pas des courants qui ont pris une longue période, mais il y a des peintres qui étaient romantistes ou bien qui étaient néoclassicistes et qui ont fait de l'orientalisme ou bien qui ont été un petit peu touchés par d'autres courants. Donc ne les figez pas, ne les cloîtrez pas dans un seul courant, bien que ce soit un courant dominant chez eux, comme surtout on va voir tout à l'heure l'exemple de Eugène Delacroix, mais je suis désolé, ça ne les a pas empêchés de toucher à autre chose. De même que par rapport à d'autres peintres que vous risquez de voir après en S4 qui ont touché à deux ou trois courants différents. Clair sur ça. Donc c'est juste pour ne pas cloîtrer les peintres dans un seul courant, bien une seule technique. Je vous ai balancé deux photos, comme ça vous les associez tout de suite. Ce monsieur-là, Jean-François Millet, c'est un peintre français. Et je vous ai mis le tableau qui est connu de tout le monde, c'est les glaneuses. Ce sont des femmes qui travaillent dans des champs. Donc, associez ça. Dès que vous avez ça, vous avez une carte mentale. Qui dit quoi cette carte mentale? Le réalisme. Le réalisme. Donc, pendant ce courant réaliste, avec ce monsieur Jean-François Millet, je vous ai mis les dates ici. Il faut savoir qu'il y a eu l'apparition de l'appareil photo. Vous allez me dire, et alors? Comment ça et alors? Des peintres qui peignent des tableaux, maintenant tu leur balances l'appareil photo, ils vont vous dire tout simplement, ah bah, à quoi ça sert, hein. Je peux faire une prise de photo et donc avoir une photo bien plus claire que ton tableau. Donc il va falloir qu'il se démarque, il va falloir qu'il apporte une touche qui sort au-delà de la photo figée, qui est, comme on dit, morte sans aucune expression ni quoi que ce soit. Mais il y a une autre chose dans le réalisme qui est capitale, c'est que les peintures sont dans des tubes. Vous allez me dire encore, quoi? Oui, les peintures maintenant, elles sont dans des tubes fermés. Ça vous inspire rien? Quand on a maintenant des peintres qui n'ont plus besoin de préparer la peinture et de la mettre là dans leur atelier et peindre avec. Et une fois elle est terminée, elle est balancée. Maintenant, elle est dans des tubes, elle peut s'acheter dans des tubes et elle peut être conservée. Qu'est-ce que ça vous inspire? La première chose. Allez, 3, 2, 1. Non, rien. On va sortir peindre la nature. Parce qu'avant, on était toujours dans notre cloîtré, dans notre atelier, s'inspirant d'une photo ou d'un truc du genre. Et donc, on n'est pas vraiment dans la réalité, la réalité. Donc maintenant, on va sortir dans la réalité. Et quoi de mieux que quelque chose de réel, que la nature. Donc on va commencer à sortir peindre dans la nature, quelque chose de réel, puisque de toute façon on a des tubes, on va les ouvrir, on va mettre un petit peu de peinture, fermer le tube, puis par la suite le conserver, il ne va pas se bousiller. Une fois on a fini avec la petite quantité qu'on a mis, on peut remettre encore une autre petite couche, et donc je peux rester carrément dehors, en plein air, à peindre sans aucun problème, sans que ma peinture sèche. La peinture que j'utilise bien sûr, la palette que j'utilise pour peindre des tableaux. D'accord? Donc, capital ça. La nature et les tubes. Donc, ça va ouvrir un champ de peinture quand même assez conséquent et assez important. De surcroît, on va rester quand même pour rivaliser avec la photo. On va faire des contours précis sans être vraiment sur les visages des personnes ou bien sur la tête des personnes, mais on va essayer de peindre quand même quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus philosophique, de beaucoup plus romantique, de beaucoup plus réel en tout cas. Mais les dessins vont être précis, donc on va essayer d'apporter quand même de la précision pour rivaliser avec cette photo-là, l'appareil photo, avec des contours quand même, des contours appliqués, vous le voyez bien dans le tableau des glaneuses. Mais
On va rester quand même dans le contraste. On va essayer de faire un petit peu de contraste entre les lumières de façon à ce qu'on puisse capturer plutôt capturer, regardez le lapsus, de façon à ce qu'on puisse peindre quelque chose de joli. Qu'est-ce que je veux dire par la peinture? La peinture et les couleurs vont être un petit peu sombres. On va pas faire juste comme la photo, elle a besoin de lumière pour pouvoir vous dégager un beau tableau. Elle ne peut pas, l'appareil photo, vous contraster et une partie sombre et une partie lumière. Eh bien, plof, la peinture peut vous faire ça. Elle peut vous faire le sombre avec la lumière. Donc la lumière, ils peuvent jouer sur une lumière qui est, on dit, diffuse. Ça veut dire quoi, une lumière diffuse dans les tableaux réalistes? Ça veut dire qu'elle peut commencer par un endroit sombre et on va le voir juste après avec ce, ce tableau-là. Donc voilà, en gros, on reste un petit peu dans la précision du dessin, d'accord? Puis par la suite, on va peindre, mais on va essayer de sortir beaucoup plus dans la nature, essayer de refléter la réalité de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'imprime de ce réalisme-là qui apporte et qui peint les choses qui relèvent du réel. Donc regardez comment on se dégage depuis le 18e siècle jusqu'au 19e siècle. On commence à sortir de à chaque fois les guerres, les chevaliers, on peint les rois, Louis XIV, Louis XVI, patati, patata, les églises, on est toujours dans la monarchie et les églises, la monarchie et les églises. Maintenant, on peut s'aventurer et peindre ce que l'on veut parce que aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui n'est pas anodin, je suis désolé, c'est que les peintures sont maintenant dans des tubes. Voilà. Donc, comme je vous dis toujours, n'écrivez rien, je vais vous envoyer tout par écrit. Alors, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on passe au tableau. Le tableau, comme vous le voyez, regardez, c'est quand même très beau. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lumière, elle est diffuse. Regardez dans le bas du tableau, vous avez un tableau où il y a quand même une certaine couleur chaude. Une couleur plutôt, pardon, une couleur un petit peu sombre. D'accord? Et plus on pousse, plus on va vers des endroits beaucoup plus éclairés, beaucoup plus clairs, vers un ciel très clair. Donc, il y a un contraste quand même. Il y a quand même du contraste dans les tableaux. Vous avez et au fond un ciel qui est clair, mais au premier plan du tableau, vous avez une terre avec une couleur marron, avec une couleur sombre. On n'accorde pas d'importance ici au visage parce que ce qui est important, on veut focaliser sur la réalité de la vie du quotidien. On n'est pas là encore à peindre des visages et des visages et des visages, peu importe X ou Y ou lambda. C'est pas bête quand même comme détail. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On est encore en train de réalité, de relever plutôt, de mettre l'élément saillant plutôt de ce tableau-là qui sort, c'est aussi l'activité de cette femme-là qui travaille dans les champs. C'est une réalité du quotidien. Remarquez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Regardez, quand même, c'est vrai. Regardez ses mains. On a l'impression, les mains, les- leurs mains, elles sont un petit peu. On a l'impression qu'ils ont l'air de pattes d'animaux. Je l'ai écrit d'ailleurs, je vais vous l'écrire, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est comme si on veut passer un message tacite derrière, comme quoi c'est quand même un travail dur, mais vraiment pénible. On a l'impression que ces mains-là, à force d'être au contact de la terre, ils sont devenus comme des pattes d'animaux très noires et on a l'impression même qu'elles sont poilues. Et, et un autre truc quand même qui est assez flagrant, enfin assez flagrant non, mais il faut vraiment avoir l'habitude de voir les tableaux, c'est que vous remarquez que il y a trois mouvements différents. Ça veut dire que c'est comme si le tableau il est très parlant. Donc on est toujours dans le réalisme. On essaie de refléter quelque chose de réel de façon à ce que lorsque tu regardes ce tableau, tu sens la réalité de quelque chose qui se passe devant toi. Donc la chose qui est vraiment pertinente et que je trouve vraiment géniale, c'est que vous remarquez qu'il y a trois mouvements différents. Ça veut dire que c'est comme si vous avez l'impression que ces femmes sont en train de travailler là, devant vous, sur place. Il y a une femme qui se penche, bien sûr, qui se baisse pour cueillir. Et il y a une autre qui a, regardé, qui a la main presque, qui a réussi à cueillir, à attraper le truc. Et qui a une femme qui est à moitié penchée, donc qui vient de se relever parce qu'elle a fini de cueillir. Donc il y a trois mouvements différents et c'est pas vraiment bête parce que ça vous renvoie aussi ces trois natures différentes ou bien ces trois gestes différentes, comme quoi vous êtes plein dans une journée de femmes qui font leur travail dans les champs.
Voilà, un petit peu pour le réalisme. Donc, je récapitule, gardez juste photo et tube, l'appareil photo et les tubes vendus. Gardez quand même qu'il reste quand même dans le dessin, il faut qu'il soit précis et que tous les contours sont uniformément sont faits d'une manière uniforme, qu'il essaie de refléter un petit peu la réalité du quotidien et donc il sort dans la nature. Et en plus, le tableau, il est très parlant. On vous fait sentir ce qui se passe dans la réalité. Et le meilleur exemple dans les glaneuses, c'est les trois gestes différents pour que vous sentiez qu'ils sont en train vraiment de cueillir là devant vous. Et pour finir, c'est ce contraste qui est toujours là, parce que l'appareil photo, elle ne peut pas vous faire une moitié de la photo qui est sombre et une autre moitié qui est éclairée. Donc, et plaf. Donc, vous allez dire, je suis désolé, comme on dit en français, il n'y a pas photo. Un tableau de peinture, ce n'est pas une photo prise par un appareil. Voilà tout ce que je vous ai dit, je vous l'ai écrit ici. Prenez le temps de le regarder, bien sûr, tranquillement par la suite, ou bien repasser la vidéo à votre guise. On y va par la suite. On passe au courant orientaliste. Alors, orientaliste, c'est l'Orient. Donc, ce que je veux que vous gardiez quand même de l'orientalisme, c'est les couleurs. C'est les couleurs, bien sûr, vous allez me dire les vêtements, les personnages qui sont peints, bien sûr, ils sont des orientalistes, ils viennent d'Afrique, ils viennent du Maghreb, ils viennent de l'Orient. Donc, ce sont des personnages bien clairs, leur façon d'être vêtus est aussi pareille. Euh, donc, c'est ça la peinture orientaliste. Elles essaient de peindre un petit peu le vécu de femmes ou bien d'hommes ou bien de vie dans, dans des harems qui sont différents par rapport à ce qu'on voit dans l'Occident. Il y a aussi les sujets tournent autour du harem, du quotidien, des oasis. Donc c'est toujours quelque chose qui a trait à l'Afrique et à l'Orient. Deuxième chose, c'est les couleurs. Les couleurs, on va essayer de faire des couleurs chaudes. Des couleurs chaudes. Vous allez me dire, ça veut dire quoi, ça, couleur chaude? Je vais vous répondre tout simplement. Vous savez qu'est-ce qui se passe en Orient? En Orient, on a vraiment de la température qui sont très, très, très élevées. En Afrique, les températures sont très élevées. Donc, je suis désolé, il y a de la chaleur, et c'est toujours chaud. Donc, c'est toujours chaud. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre du vert avec du jaune, avec du noir. Non, mais bien sûr, on va faire un rouge, des différents degrés de rouge, des différents degrés de pourpre, différents degrés de marron. Donc, il faut que ces couleurs chaudes reflètent un petit peu aussi le quotidien qui est très chaleureux. C'est pour ça qu'on les appelle les couleurs chaudes. Voilà pour le contexte, pour les thèmes, mais aussi pour les couleurs que vous allez voir avec moi aujourd'hui. Donc, l'un des peintres qui a vraiment... beaucoup de peintres ont fait de la peinture orientaliste. Ne faites pas attention à ce que je suis en train de défiler, c'est ce que je vous ai dit. Donc, restez s'il vous plaît avec moi. Il y a un peintre qui a peint, qui a aussi fait des tableaux orientalistes, c'est Eugène Delacroix. Vous vous souvenez? Bien sûr, je vous ai parlé de Eugène Delacroix, qui a peint le tableau dans la capsule, dans la première capsule que je vous ai mis sur la peinture, le romantisme. Il essayait de refléter tout ce qui touche un petit peu les sentiments, l'expression, avec cette photo qui est très connue concernant le tableau de la liberté, caractérisé par ce drapeau bleu, blanc, rouge soulevé par une femme avec des seins nus. Donc il essaie vraiment de montrer le romantisme, il est le chef de file du romantisme. Mais ça n'empêche, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qu'il va peindre aussi des tableaux orientalistes. Pour la simple raison qu'il a vécu énormément en Afrique. Et en l'occurrence, il est parti à Tanger, au Maroc, où il a résidé, où il a peint. Donc il était inspiré aussi par la culture orientaliste et donc la culture maghrébine. Donc ce n'est pas par hasard qu'il a peint des tableaux comme ça. Voilà, donc n'oubliez pas Eugène Delacroix, il a fait aussi des tableaux. Il y en a un qui est très connu, c'est les femmes d'Alger dans un appartement. C'est celui-là. Et plof, ça aussi, vous ne pouvez pas nier que les couleurs sont chaudes. Regardez comme les couleurs sont sombres. On est aussi toujours dans le sombre, pas dans le sombre noir, mais un sombre presque sensuel,
presque de désir, un petit peu, pas vraiment le romantisme, mais on est vraiment dans la sensualité. Pour l'analyse de ce tableau, regardez quand même l'espace, comme je vous ai dit, il peint aussi le quotidien, ou bien les harems, ou bien les endroits où vivent les femmes, par rapport à leurs vêtements, par rapport à leur tenue vestimentaire. Regardez les femmes de l'Orient et de l'Afrique, elles sont toujours très belles à la maison, elles sont très bien vêtues avec des bijoux. Il reflète quand même un certain charme, une certaine sensualité. Vous ne pouvez pas nier que, regardez ici dans le tableau, vous remarquez bien quand même qu'il y a des parties qui sont très claires, très captivantes. Sur quelques parties du corps, par exemple le mollet, il est vraiment brillant de la dame qui est vêtue de blanc avec son visage, mais aussi le visage de la femme qui est sur la gauche avec son cou qui est beaucoup plus clair que le reste de son corps qui est un petit peu avec des couleurs un petit peu plus chaudes. Donc ce contraste-là, il est bien présent. Ces couleurs chaudes, ils sont partout. Derrière aussi, vous remarquez qu'il y a un petit côté sombre avec une porte un petit peu rouge. Donc on sent qu'il y a une ambiance sensuelle et chaleureuse. Et ça, c'est reflété et par les habits, mais aussi par ce jeu, par ce mariage de couleurs chaudes, comme je vous ai dit. Voilà pour ce tableau de la croix dont je vous ai parlé. Pardon. Ensuite, on va venir à Dominique Ingres. Dominique Ingres, c'était un peintre aussi néoclassique, donc c'était néoclassicisme. Je vous ai expliqué dans l'autre vidéo ce que c'est que le courant néoclassique. Donc il était beaucoup plus dans le classique, mais il était aussi imprégné par la peinture orientaliste. Et ici, c'est un autre décor. Mais regardez aussi, c'est toujours le même endroit. C'est sensuel, sans être vulgaire. C'est quand même une femme qui est nue, mais qui n'accorde pas de l'importance au contour pour qu'il soit parfait ou pas parfait. Donc regardez, ils sont un petit peu difformes, pas vraiment difformes, mais quand même il n'est pas dans la proportionnalité. C'est une femme de chambre turc, vous voyez quand même que même ça reflète un petit peu l'Orient. Donc regardez les rideaux qui sont en noir. On en remarque aussi ici, il y a un certain contraste qui est très présent. La sensualité, donc j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous voyez bien que le corps il est plus ou moins nu. Il est beaucoup plus dans la beauté, même si un petit peu c'est invraisemblable, il n'est pas dans la vraisemblance, il essaie pas de refléter la réalité telle qu'elle est, c'est pas son souci, mais il essaie juste de dégager quelque chose de sensuel, quelque chose tout en étant sobre. Donc, les couleurs ici sont chaudes, avec, comme je vous ai dit, regardez que par rapport à une peau, où il y a des places qui sont éclairées, mais il y a aussi des habits à côté d'elle qui sont d'une couleur un petit peu jaunâtre, foncé, mais aussi orange, contrasté avec un petit peu de bleu. Le fond, il y a une partie du fond du tableau qui est noir. Et vous sentez qu'il y a une certaine, aussi ici, une certaine sensualité, une certaine paisibilité, une certaine, avec tout simplement bien sûr, ce mariage de couleurs. Le tableau s'appelle bien sûr La Grande Odalisque. Donc, Femme d'Alger pour Delacroix et La Grande Odalisque. Je ne sais pas si vous êtes censé connaître tous les noms du tableau, mais je suis désolé, retenez juste comme quoi, quand je vous dis réaliste, vous pensez au Glaneuse. Ça, c'est un tableau connu de toutes les peintures, vous ne pouvez pas le louper. Comme le tableau que je vous ai montré sur l'autre capsule, je vous ai mis juste des tableaux qui sont très connus, donc vous n'avez pas besoin de maîtriser tous. Lors de l'examen, il suffit que vous citez juste un tableau. Donc c'est pour ça que je vous dis de garder une carte mentale par rapport à chaque peintre, que ce soit le tableau du radeau, que pour la libération de la France d'Eugène Delacroix, avec cette femme que je vous ai dit, avec un drapeau multicolore. Retenez juste les tableaux que je vous ai mis par rapport à chaque peintre. Ça suffit largement parce que pour la suite, vous pouvez écrire et rédiger ce que vous voulez.
Euh, Quand c'était quel examen? Moi, je me souviens quand j'avais passé les examens, je me souviens, c'était une question sur, je crois, Van Gogh, si je me trompe pas. Oui, c'était, je crois, Van Gogh. Il fallait expliquer comme quoi Van Gogh était un précurseur sur plusieurs courants. Et pas sur seulement, il y a plusieurs courants qui sont venus un vrai, mais comme par hasard, Van Gogh les avait peints avant, alors qu'ils n'étaient pas encore nommés, et citait quelques tableaux pour expliquer tout ça, et patati patata. Moi, je me souviens, je me suis focalisé juste sur un tableau d'où j'ai dégagé les différentes couleurs qui vont venir par la suite. C'était un tableau, La Nuit étoilée. Je crois que c'était La Nuit étoilée, je pense. Euh, et j'ai eu une très bonne note alors que je ne me suis pas amusé à citer 30 tableaux, mais je ne me suis pas amusé à citer 3 4 tableaux avec les noms et ainsi de suite. Mais bon, moi, faites quand vous voulez. L'essentiel, juste associer un peintre à un tableau très connu. Parce que je suis désolé, il y a des tableaux qui sont très 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 connus que vous êtes censé, entre parenthèses, connaître. D'accord. Voilà, donc sur ce, je vous ai expliqué un petit peu l'orientalisme et le réalisme qui n'ont pas pris une grande place dans la peinture quand même, dans la peinture du 19e siècle, mais vous êtes maintenant désormais capable de dire quelque chose dessus. Voilà, donc je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à vous abonner, d'écrire un petit commentaire pour pouvoir nous encourager. Il y aura une capsule sur la musique, parce qu'il y a la musique aussi. J'espère que je pourrai l'affaire, elle est prête, mais c'est juste l'audio. Ce que je dis là, il faut que je le prépare sur un petit peu les musiques, tout le parcours du 19e siècle concernant la musique. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une méthode tout simplement pour retenir les musiciens qui n'est pas très difficile parce qu'il y a des musiciens importants. Il faut juste savoir en parler d'une manière facile. Voilà, mesdames et messieurs, il ne me reste qu'à vous passer le petit résumé concernant ce que je vous ai dit. À vous dire un merci beaucoup. J'espère que vous allez réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et merci pour l'abonnement. Et merci pour, si vous avez un petit commentaire gentil, ne fera pas de mal. Merci et je vous dis encore une fois, bye bye.